Hectare en Languedoc-Roussillon et Provence et sur www.hectare.fr vous présente Croco Hebdo. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Croco Hebdo, un nouveau rendez-vous avec le football et avec le Nîmes Olympique sur TV Sud comme tous les lundis soirs. C'est votre rendez-vous, vous le savez, le magazine qui ouvre la semaine pour vous parler de l'actualité des crocodiles nîmois. On reviendra bien évidemment lors de cette émission de ce soir sur le match nul du Nîmes Olympique vendredi dernier au Costières. C'était dans le cadre de la 14e journée en retard, match reporté, vous vous en souvenez, lors du premier week-end de novembre à cause des intempéries. Le Nîmes Olympique qui a partagé les points, un but partout face à Beauvais. Avec nous ce soir, on a l'immense honneur d'accueillir pour la première fois sur ce plateau le coach du Nîmes Olympique, Thierry Froger. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va revenir très largement sur ce début de saison en national, votre arrivée également à Nîmes au printemps dernier. Et puis face à vous, bien évidemment, toujours fidèle au poste, nos consultants de choc. Olivier Martinez, bonsoir. Bonsoir à tous. Avec une cheville qui va de mieux en mieux. Ça va mieux, ça a bien guéri. On rappelle que Olivier fait partie des grands blessés du tournoi de football du Téléthon. Et puis Patrick Champ. Bonsoir Patrick. Bonsoir Christophe, et j'en profite pour te souhaiter au nom de tout le monde un bon anniversaire. 36 chandelles, c'est bien, c'est beau. 12 décembre, moi. Voilà. Donc félicitations à toi, la jeunesse est avec nous. Bon anniversaire. Et ça sera encore mieux l'année prochaine, ce sera 37 et ça ira de pair avec 1937 Nîmes Olympique. Voilà. Allez, on va immédiatement rentrer de plein pied dans le vif du sujet avec la préparation de ce match vendredi au Costières, match en retard, je le disais, de la 14e journée, la réception de Beauvais, la possibilité pour les Nîmois de se rapprocher de ce trio de tête, essayer peut-être de dépasser l'équipe de Vannes en cas de victoire et d'acquérir ces 30 points. On voit ici l'échauffement et l'avant-match avec Jérôme Arpinon dans son rôle de préparateur physique en train de préparer le groupe nîmois que vous aviez retenu, Thierry Froger. Peut-être dire un premier mot justement sur ce groupe avec une confiance réaccordée à l'ensemble des hommes qui avaient ramené les 3 points de la victoire à Luzenac. Oui, mis à part Sédou Koné qui avait été suspendu avec un rouge direct. Je pense que ça coulait de source. Le match avait été intéressant à Luzenac. Quand on s'est retrouvé à 10, il y a eu un état d'esprit. On a concrétisé pas mal d'actions, donc je pense que c'est intéressant de poursuivre l'aventure avec les 16 même, pratiquement les 16 mêmes. Et on voit, lors de cette phase d'avant-match, c'est Jérôme Arpinon qui prend en charge l'entraînement des joueurs de champ. Bien évidemment, Sébastien Jiménez qui s'occupait ce soir-là de Haidar Al-Shaibani et de Cyril Merville, les 2 gardiens retenus. Et puis, vous apparaissez un petit peu sur la pelouse, un bref instant, puis vous préférez vous concentrer dans les vestiaires, sur votre causerie. Comment vous préparez votre avant-match ? Moi, je suis superstitieux, donc je ne vais jamais sur le terrain avant. À chaque fois que j'étais sur le terrain, on a perdu. En tout cas moi. Donc et ça c'est pas qu'à Nîmes, c'est comme ça. Donc je vais pas sur le terrain. Et il y a la préparation, les coups de pied arrêtés dans les vestiaires, la préparation psychologique. Et puis après Jérôme prend l'échauffement physique et conduit l'échauffement physique. Voilà, et on les reprend juste avant le match, mais la préparation du vestiaire, c'est un peu à l'instant, c'est l'inspiration. C'est jamais la même chose, ou en tout cas, il ne faut pas faire la même chose. C'est suivant le match, suivant comment ça se présente, comment on sent les gens, les joueurs. Moi, j'aime bien les voir de loin, et ça permet de voir comment ils sont. Et éventuellement de voir comment ils peuvent évoluer avant le début de la rencontre. Ouais, l'échauffement c'est intéressant parce qu'on voit comment ils sont concentrés, s'ils sont sur le match, s'ils sont pas... Ouais, s'ils sont bien concentrés sur la rencontre. Et ça, on le sent. Il y a des gars qui ont du mal à rentrer, ou il y a des gars qui, dans les petits jeux aussi qu'ils font en conservation, on arrive à sentir les gars. Et face à une équipe comme Beauvais, il fallait être particulièrement concentré. Vendredi soir, on va découvrir le 11 de départ aligné par Alexandre Clément, que l'on voit ici. À l'instant, une équipe plutôt sérieuse, Olivier, que celle alignée par Alexandre Clément.
Mais Beauvais, j'ai été surpris par leur engagement physique, mais agressif dans le bon sens du terme, même si parfois c'était à la limite. Mais ils ont tenu la dragée haute au Nîmois dans ce compartiment-là. Après, c'est vrai qu'il y avait quelques joueurs intéressants de par leur... Notamment, j'ai bien aimé Trébeau, là, qui était très, très véloce, qui a posé beaucoup de difficultés à Maxime Puig, mais heureusement qu'il était, j'ai envie de dire, sur le côté de Maxime, parce qu'il a fait un gros match et il a bien canalisé. Ouais, sinon après c'est une bonne équipe nationale, voilà, mais bon, c'est pas une équipe imbattable, quoi. Et puis face à cette équipe de l'AS Beauvais-Oise, bien évidemment le 11 du Nîmes Olympique aligné donc par vous, Thierry Froger, avec Cyril Merville dans les buts. La même charnière qu'à Luzenac avec le capitaine Bonopoulin et Miodrag Stozic en lieu et place donc de Vincent Carlier par rapport au début de saison. Le couloir gauche toujours occupé par Maxime Poungé qui est devenu véritablement un titulaire à part entière. Moussa Sidibé qui s'est vu réaccorder sa confiance dans le couloir droit. Emmanuel Corrèze jouant devant la défense, comme la Naéou qui avait dû sortir un petit peu tôt du match contre Luzenac suite à l'expulsion de Sédou Koné qui se retrouve en milieu défensif aux côtés de Jonathan Parpex. Et puis sur les ailes, Nicolas Bénézé, Mouri Ougounbiyi, Steve Agui dans ce rôle d'avant-centre qui avait été, je crois, le sien lorsqu'il évoluait du côté de Vannes, si mes souvenirs sont bons. Et puis aussi une particularité, c'est qu'on a vu notamment dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps, Nicolas Bénézé, Mouri Ougounbiyi intervertir au niveau des ailes et apporter beaucoup plus de mouvement. Ouais, en changeant comme ça, on peut mettre, on appelle ça les faux pieds, c'est-à-dire que Mouri rentre intérieur et peut donner des passes intérieures ou frapper. Béné, lui, il a les 2 pieds, donc ça lui pose pas de problème. On avait une autre option par rapport à cette compo, c'est aussi les interrogations, toujours avant. On pouvait mettre Lamine Diarra-Souba qui avait fait pratiquement tout le match, 50 minutes à Luzenac, avec un pivot. Moi, j'ai choisi Steve parce que déjà, il avait joué contre Niort à domicile. Et on savait que de toute façon, Beauvais allait faire donner peu d'espace. Et il fallait trouver des enchaînements à terre. Et je pense qu'au début de la première mi-temps, on avait trouvé la bonne formule. Un peu moins sur la deuxième, mais on avait trouvé la bonne formule avec des enchaînements et on les a mis en difficulté. On sait que rien n'est jamais résolu dans un groupe, dans un collectif, dans une équipe. Mais est-ce que vous y voyez un petit peu plus clair au niveau du couloir droit, après avoir essayé différentes solutions, que ce soit avec Jonathan Parpex, que ce soit avec Yassine Adou, aujourd'hui avec Moussa Sidibé, ou encore avec Stozic, il y a encore un mois de cela? Ouais. Moi, je pense qu'avec ce groupe, je pense qu'ils sont bien cernés et on sait qu'on ne va pas rigoler. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller dans la continuité et il faudra être très vigilant parce qu'il y a l'alternance. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 2-3 matchs, un mois de compétition et soit c'est un relâchement, soit c'est une accumulation de fatigue, mais je trouve peu de joueurs, en tout cas, qui font l'unanimité à leur poste. On peut mettre ça dans toute la ligne d'équipe. Je crois qu'il y a beaucoup d'alternance. Il y a du bon et du moins bon. En règle générale, on est moyen plus en ce moment. Mais je dirais quand même qu'il faut être vigilant. Et il y a, à part Sédou, Benoît Poulain... pratiquement tous, il y a eu Ougounbiyi aussi qui plonge un peu, mais pratiquement tous sont pas incontestables et sont discutables. Et Maxime aussi a fait une très bonne saison, mais c'est vrai que c'est le travail de l'entraîneur d'anticiper, mais c'est aussi le travail des joueurs de postuler avant chaque match et de dire moi j'ai envie de continuer sur ma bonne lancée. Ça se voit dans votre gestion d'ailleurs, parce que dès qu'un joueur est un peu en dedans, même si c'est involontaire physiquement, le match d'après il est soit remplaçant, soit il est mis à disposition de la réserve. Donc en fait vous êtes très intransigeant avec les performances et prestations de vos joueurs, et ce qui crée souvent une certaine émulation parce que tout le monde est concerné. On voit quelqu'un qui est titulaire en réserve, il se retrouve presque titulaire dans l'11 de départ, en tout cas en équipe première le match d'après. Donc tout est faisable avec vous. Moi, ce qui m'importe, c'est l'équipe, c'est qu'elle ait une constance dans les résultats. Mais c'est vrai qu'il y a une question qui revient toujours et souvent dans le football, c'est est-ce que vous me faites confiance? La confiance entraîneur-joueur, c'est faites-moi jouer. Si vous ne me faites pas jouer, vous ne me faites pas confiance. Ce qui est archi faux. Les joueurs doivent s'entraîner, se préparer, se mettre à disposition de l'équipe. Ça, c'est leur travail. Et souvent, ils le rattachent à la composition d'équipe. Et à peu près il y a 3 semaines, on tournait, avant 3 semaines, on tournait avec 15-16 joueurs. Et moi, je pense qu'il y a eu un gros problème après Alès.
l'élimination, le match amical de Martigues, le match à Ajaccio. Et on a eu 3 semaines, je dirais, où on commençait à s'enfoncer. Et il y a des joueurs qui sont revenus parce qu'ils ont travaillé avec la réserve. Et ils se sont remis en cause. Et à partir de là, c'est les meilleurs qui jouent au moment où on en a besoin, par rapport à la période. En tout cas, moi, il me semble qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus besoin de compétiteurs que de beaux joueurs. Je pense qu'aujourd'hui, on manque de possession de balle, donc il faut la récupérer. Et on le ressent dans notre jeu. D'ailleurs, on l'a vu sur notre dernier match, où on démarre bien, mais après, on laisse le milieu de terrain et on laisse le jeu à l'adversaire. Difficile, Alchimie, Patrick, que celle de gérer à la fois les temps forts et les temps faibles d'un groupe au sein d'une saison. Effectivement, mais sur la première mi-temps, c'est vrai que le Nîmes Olympique a fait une grosse première mi-temps dans l'engagement, même techniquement, on a été très très bon. Par contre, on n'a pas su tuer le match. Et la deuxième mi-temps, ça a été, pour ainsi dire, un trou. Il y a eu un trou noir. On a été en dessous de tout parce que, comme le disait Thierry Froger, peut-être que dans le physique, il faut qu'on soit au top parce que techniquement, des moments quand on a une baisse physique et morale, on ne peut pas y arriver. Et le moral, il est aussi important que le physique. Et quand on n'a pas un grand meneur de jeu, il faut jouer avec les armes avec lesquelles joue Thierry Froger. Il essaye de mettre tout le monde dans de bonnes dispositions. Et après le choix, si les joueurs ne sont pas contents, eh bien, ils vont voir ailleurs. Et c'est ce qui a été fait en début de saison par Thierry Froger. Et je voudrais revenir sur ce début de saison où il est parti avec un handicap quand même de 9 points, puisque les 3 premiers matchs, il a fallu qu'il fasse le ménage. Et le ménage a été fait parce que des Gigliotti, des Davidas, ils ont plombé d'autres clubs. Et c'est vrai que ça a pris du temps. Et ces 9 points, il va falloir aller les récupérer. Il y en a déjà qui ont été récupérés. Et je crois que le bon choix a été fait là. Maintenant, Thierry Froger, il a encore du pain sur la planche. Et il y avait du pain sur la planche vendredi soir sur la pelouse des Costières avec la réception de Beauvais. Je vous propose le résumé de cette rencontre. Prendre 3 points et se rapprocher du trio de tête, tel était l'objectif du Nîmes Olympique vendredi soir en accueillant Beauvais aux Costières dans le cadre du match en retard de la 14e journée de National. Une victoire qui aurait permis aux Crocos de confirmer leur bonne passe du moment. Un sentiment qui allait se traduire dès la 14e minute par une bonne combinaison initiée par Komlan Ameou vers Steve Agui qui, après un relais judicieux avec Mourio Gounbilly, allait ouvrir la marque et placer l'équipe nîmoise dans la meilleure position. Mais comme souvent, les hommes de Thierry Froger n'allaient pas enfoncer le clou au moment opportun. Souvent desservis par un arbitrage médiocre, les Crocos allaient rater le coche par manque de précision, comme sur cette reprise d'Ogunbilly à la demi-heure de jeu, ou sur cette grosse faute non sifflée sur Nicolas Bénézé. Avec un avantage d'un seul but à la mi-temps, les Nîmois allaient laisser un espace suffisant à Beauvais pour conserver le moral dans le cadre d'une entame de seconde période bien différente de la première. Plus vifs devant les cages nîmoises, les joueurs d'Alexandre Clément allaient trouver la faille après plusieurs alertes sur le but de Merville, Andria égalisant d'une tête autoritaire au milieu d'une défense croco assez arrêtée. Une égalisation logique dans l'esprit qui allait sceller le sort du match. Oui, c'est dommageable sur la première mi-temps, notre entame de match. Moins sur la deuxième et moins en plus sur le but que l'on prend sur coup de pied arrêté. Mais c'est vrai qu'on a eu du mal à tenir la cadence au milieu, à peu près à un quart d'heure de la fin de la première mi-temps. Et on n'a pas su faire fructifier notre bonne entame de match et l'ouverture du score. Ouais. Ça a été difficile, une équipe qui nous a rentré dedans, qui était meilleure que nous et qui a pris, je crois, un point justifié. Un point de prix, un moindre mal, surtout après le double carton jaune reçu par Ameou en l'espace de 6 minutes à l'heure de jeu, au moment où le Togolais était susceptible de laisser sa place sur le terrain. L'expulsion, elle est logique. Il se met par terre et il l'attrape. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise ? Il n'y a rien à dire. En plus, ça tombe mal puisque moi je voulais faire juste le changement avant. Bon, ouais, je pense qu'il faut travailler sur ce mental. On sait très bien que à toutes les divisions, il y a des rapports de force qu'il faut gagner. C'est pas une histoire de national ou de L2. Il faut tenir la cadence. Le football, c'est pas qu'avec le ballon et surtout pas qu'avec des paroles. Je crois qu'on n'a pas tenu. Mais globalement, on peut même dire que le point, il est positif parce que franchement, à la fin, on n'emmenait pas large. Il y a aussi un paradoxe, c'est qu'à 10, on s'est retrouvé plus souvent en situation qu'à 11. Donc c'est bien la preuve qu'en début de deuxième mi-temps, il y avait un problème. Et je pense qu'on a montré qu'il fallait encore travailler et travailler surtout son mental. On a l'habitude maintenant de prendre souvent des cartons rouges. Donc je pense qu'on est habitué, on commence à s'y faire.
Donc on sait très bien que quand on est un joueur de moins, donc on arrive à se motiver encore mieux, la motivation est plus grande. Et puis là c'est vrai que le réveil a été un peu trop tardif à mon goût. Fallait être plus vif d'esprit. Mais bon. Un mental à travailler et des joueurs qui doivent retrouver valeur et investissement autour d'un collectif doté de réelles qualités. Piqués au vif, les Nîmois allaient ainsi réagir à l'approche du dernier quart d'heure, d'abord par l'intermédiaire de Bénézé, puis grâce à cette frappe cadrée d'Ogunbiyi, captée sans problème par le portier isarien. Frayeur aussi dans le temps additionnel, un ballon de 2-1, mal exploité par Louisi Daniel pour Beauvais. Le match nul venait d'être entériné. Sur la deuxième mi-temps, je pense que on a élevé sensiblement notre niveau de jeu vu qu'on n'a pas joué la première, donc on a frôlé la correctionnelle. Surtout pendant cette première demi-heure où on a été apathique et on a laissé jouer cette équipe de Nîmes, dont on sait pertinemment qu'il ne faut pas la laisser jouer, puisqu'à ce moment-là, elle est sur ses qualités et ses individualités, à l'image de ce premier but. Les vestiaires ont un peu tremblé à la mi-temps, ça a eu le mérite de recadrer certaines choses, et après, les joueurs ont été acteurs d'un projet qu'ils ont bien animé, et voilà, et on en ressort quand même frustré, mais au final c'est cette première demi-heure qui peut-être à la fin du compte nous empêche de remporter ces 3 points qui au final pouvaient être mérités. Un point de prix à l'issue d'une rencontre piège, un match nul sur lequel les Nîmois devront méditer à quelques jours de recevoir Créteil. Autre formation de la seconde moitié du tableau, capable de contrarier les aspirations de jeu des crocos nîmois. Méfiance donc, vendredi prochain au Costières. Un but partout donc entre le Nîmes Olympique et Beauvais. On va bien évidemment revenir sur les enseignements de cette partie. Tout d'abord en essayant de redécouvrir les buts, bien évidemment. Ces 2 buts inscrits tout d'abord en première période par le Nîmes Olympique. Vous nous confiez, Thierry Froger, il y a quelques semaines de cela, que vous croyez que le Nîmes Olympique était, je crois, le leader des débuts de match au niveau de la rapidité avec laquelle les buts sont inscrits. Ici, avec Steve Agui, on le voit, c'était la 14e minute de jeu. C'est toujours le même profil, finalement. Nîmes marque très vite et puis ensuite a du mal à enfoncer le clou et puis à confirmer et à ne pas tenir un match. En tout cas, on a besoin de prendre vite le large parce qu'on s'aperçoit que dans la durée, on a du mal. On a eu un match contre Martigues où ça a été très dur et on a fait la différence sur la fin. Donc on peut le faire, mais on ne le fait pas souvent. Donc quand je revois les images, c'est vrai que le penalty peut être une possibilité de faire plus 2 et on aurait été mieux. Mais je pense qu'on est coutumier du fait quand même sur les débuts de deuxième mi-temps, on laisse le jeu à l'adversaire. Et on laisse surtout les duels et on recule et ça c'est pas très bon. Après l'histoire physique ça revient, mais quand je vois la dépense d'énergie à 10, je crois pas que ça soit physique, je pense que c'est mental et c'est peut-être un relâchement en tout cas coupable, mais c'est un relâchement qui se voit sur le terrain et dans la conquête de la balle. Alors justement, comment on fait pour on va dire s'adapter à cette question de manque au niveau du mental de ces joueurs? Ça passe par quoi? Est-ce que ça passe par un coaching différent ou bien par des séances justement sur l'entraînement qui précède le match conduite là aussi différemment? C'est plutôt du coaching ou bien sur l'entraînement? C'est un peu tout, à savoir que dans la semaine on fait des jeux ou des exercices techniques et quand il y a une équipe qui perd ou des joueurs perdent, ils font un travail physique, ils font des pompes, ils font des... Voilà, faut les faire réagir par rapport à l'échec. Quand vous perdez un duel, c'est un ballon neutre au départ et c'est l'adversaire qui prend le ballon. Donc il faut les faire réagir. Parce qu'en fait, le problème d'aujourd'hui, c'est que rien n'est important, mais tout est important dans le football. C'est-à-dire qu'un ballon, c'est pas grave. Mais regardez, le but, c'est un dégagement en corner et le corner nous amène l'égalisation. Alors qu'il y avait possibilité peut-être de la sortir propre. Voilà, il y a une grosse pression, le premier joueur était loin, quoi. Donc il faut avoir de la maîtrise, mais aussi il faut aussi avoir envie de bien faire. Et je pense que les joueurs, il faut les amener vers le mieux. J'allais dire l'excellence, mais c'est plutôt nous le mieux. Et c'est tous les jours. C'est tous les jours. À partir du moment où vous êtes mené 2-0 à l'entraînement, il ne faut pas prendre le 3e. Il ne faut pas dire c'est l'entraînement.
Et ça se travaille. C'est pas une punition, mais il faut les sanctionner pour qu'il y ait une réaction. Est-ce qu'ils comprennent, parce que je vois souvent dans vos déclarations que les joueurs, à des moments, c'est très très difficile à emmagasiner ce devoir de vouloir se faire mal, de vouloir écouter, parce qu'à des moments, les joueurs, tout le monde a été joueur, on dit bon, il peut chanter, mais il faut être écouté. Donc chaque week-end, c'est toujours un langage qu'il faut être différent, bien entendu, mais c'est difficile quand même à faire rentrer dans les têtes, parce qu'il y a souvent les mêmes carences des fois. Non ? Non, mais c'est vrai que c'est très très difficile. Quand vous êtes à la tête d'une équipe ou à la tête d'une entreprise ou à la tête de n'importe quoi, c'est difficile de dire à quelqu'un il faut vouloir... on est en compétition, il faut vouloir battre l'autre. Enfin, c'est difficile de lui faire comprendre. Lui dire, on peut le dire. Mais une personne qui fait du football en 2011, qui n'est pas capable d'accepter un duel ou d'accepter la pression de l'adversaire, vaut mieux faire du ping-pong. Mais même au ping-pong, c'est dur. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, il faut faire quoi ? Il faut rester dans son fauteuil à la télé. Voilà. Faire consultant. Non, mais si vous n'avez pas ça, c'est la vie même. Quand vous vous levez le matin et que vous allez au boulot, à l'usine, il faut faire mieux ou faire ce qu'on vous demande. C'est quand même le b.a.-ba de la vie et du football et de la compétition. Ce que je voudrais rajouter, c'est vrai que des moments, on ressent chez certains joueurs ce manque d'enthousiasme. Peut-être qu'ils l'ont, mais ils ne le montrent pas. Je sais pas, dans la vie, il faut être enthousiaste, il faut avoir envie de se surpasser. Et des moments, c'est un manque. Et je vois qu'il n'y a pas qu'à Nîmes Olympique, dans beaucoup d'équipes, je crois c'est un métier avant d'être une passion. Alors, c'est un peu grave. Mais c'est le problème de la société aujourd'hui. On va pas tout changer. Nous sommes des privilégiés. La plupart des gens qui font ce métier-là, c'est une passion. C'est ce qu'ils ont voulu faire tout petit. On en est là. Donc à partir du moment quand vous êtes passionné et que vous faites votre passion, il faut avoir la banane, il faut être heureux et tout. Et c'est vrai qu'il y a des mecs, il y a des gars qui arrivent, il y en a qui ont 60 balais. Et moi je connais des gens à 60 ans, ils courent de partout. Et eux, ils sont tristes. Et c'est ça qui me dérange. C'est qu'à partir du moment où... Et la plupart des joueurs qui étaient là l'année dernière ont subi un traumatisme. Une descente, c'est un traumatisme. On a la possibilité d'inverser les choses. Faut le montrer sur le terrain, il faut être heureux. On est des gens privilégiés, on est en bonne santé. Il y a plein de gens qui ont des problèmes. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas de la démagogie. En 2011, c'est difficile et ce qu'on va vivre va être encore plus difficile. Et eux, ils doivent être heureux. Et c'est pas toujours le cas. Mais heureux, ça veut pas dire faire le branleur. Hein. C'est d'être sur le terrain et de jouer et de tout donner. Voilà, c'est ça. On va essayer de recaler les buts donc de cette partie. On a vu l'ouverture du score de Steve Hagi à la 14e minute de jeu. Puis ensuite, on évoquait la question relative à l'égalisation et ce début de seconde période difficile pour les Nîmois. Alors que l'on voit ici, après la belle combinaison avec Mori Ogunbiyi sur une balle exploitée initialement par Komlan Amewu, très percutant en début de première mi-temps, d'ailleurs qui avait donné le premier tir cadré pour les Nîmois. Ici, on voit l'égalisation à la suite de ce corner concédé. On sentait venir l'égalisation à ce moment de la partie. Complètement. Et d'ailleurs, dès le début du match, on a un coup de pied arrêté, le 5 s'est retrouvé seul. À la mi-temps, je leur dis attention les gars, c'est très très important. Et on voit bien, les coups de pied arrêtés, c'est très simple. C'est 1-1, c'est un joueur pour un joueur. Et là, le joueur, il est à 4 mètres, voilà, et on a été châtié. Je sais que ça vous agace, parce que vous avez parlé plusieurs fois en conférence de presse, mais même nous, ça nous agace. Ouais. On ne comprend pas, on sait que le seul secteur de jeu dans lequel on peut être mis en danger, souvent par la plupart des équipes, parce qu'elles n'ont pas d'autres armes pour nous mettre en difficulté, c'est les coups de pied arrêtés. Parce que c'est vrai, il y en a qui peuvent attaquer pendant 10 heures d'affilée, on ne prendra pas de but. Parce qu'on le sent qu'il n'y a pas cette percussion, il n'y a pas cette... Voilà, ils ne nous mettent pas en difficulté. Mais on sait que sur le coup de pied arrêté, alors là, par contre, ils y vont et ils jouent leur va-tout. Ils savent qu'ils vont marquer que là-dessus. Et nous, on subit et on prend des buts tout le temps sur coup de pied arrêté. Et c'est récurrent. Et on sait que ça vous agace, on sait que vous en parlez souvent, parce que c'est la concentration finalement. Et pourtant, ça arrive tout le temps. Oui, c'est de la concentration, c'est du mental, parce que là, vous êtes sur le duel, vous êtes 1 contre 1. Et puis, on sait que c'est des moments stratégiques d'un match. À toutes les divisions, tout le temps, on sait que les coups de pied arrêtés peuvent faire la différence. Ou en tout cas, c'est une possibilité de marquer l'adversaire en se faisant une passe pratiquement, ou 2 passes. Donc c'est navrant, sachant que tous les coups de pied arrêtés, offensifs, défensifs, sont travaillés toutes les semaines. Hein. C'est comme ça. C'est pas un manque de travail, c'est un manque de... Souvent, la dernière fois, vous avez pesté contre des joueurs qui n'ont pas fait ce que vous leur aviez dit le matin même de l'entraînement. Alors,
Ils sont travaillés la semaine, 2 jours avant. Ils sont travaillés le matin du match. C'est écrit sur les. On a des papiers, on les prend, on donne les positions. Et quand vous voyez qu'à partir du premier coup franc ou coup de pied arrêté corner, la position elle n'est pas prise. Bon, là, c'est navrant. C'est manque de rigueur? C'est la rigueur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit travailler, et surtout la concentration. Ça, faut pas avoir plus que ça. Il faut avoir envie. Si vous avez envie sur un coup de pied arrêté, c'est très simple. Nous, on est 1 contre 1. On a des zones à prendre. Il y a des joueurs qui sont à la ramasse, des joueurs qui sont un joueur qui est libre au 5-50. C'est toujours pareil. Donc, c'est très simple. Par contre, le point positif, si on veut être positif, c'est que les joueurs offensifs dont vous avez souvent aussi décrié le manque d'implication dans le travail défensif pour retrouver un certain équilibre et certains blocs, aujourd'hui, on voit des attaquants, on voit les milieux offensifs qui font beaucoup d'efforts pour revenir aussi. Alors, je dis pas tout le temps, mais 3/4 du temps, ils font les efforts défensifs pour aider l'équipe à défendre. Ça commence à rentrer. Souvent, en fait, quand on prend on prend des grands, on prend les joueurs qui sont aptes à gagner les duels, et c'est vrai qu'on a besoin des joueurs offensifs pour revenir. On laisse un joueur devant, pratiquement, souvent 1, des fois 2, mais c'est rare. Donc, non, mais c'est long à faire rentrer dans les têtes, c'est très long. Là, quand on agit sur le mental, c'est un changement pour certains énorme. Donc ça ne veut pas venir comme ça. Bon, après, si ça met trop de temps, on prend quelqu'un d'autre. Mais ce serait dommage de se passer des qualités, parce qu'ils ont tous des qualités, j'entends bien. Mais il y a une envie, il y a un engagement, une abnégation que l'on doit avoir pendant 90 minutes. Thierry Froger, l'invité de Croco Hebdo, restez bien sur TV Sud. Nous allons observer une courte pause et puis on se retrouve après une page de publicité pour la seconde partie de cette émission. La seconde partie de Croco Hebdo avec nos consultants Olivier Martinez et Patrick Chan qui vont peut-être partir en vacances ensemble au Togo. Voilà, avec le coach. Ils ont déjà quelques bonnes adresses pour leur conseiller. Notre invité de ce soir, le coach Thierry Froger, ancien sélectionneur en effet du Togo. On va revenir sur les enseignements de cette partie et de ce match nul un but partout du Nîmes Olympique face à Beauvais, notamment avec ces images, les temps forts de la première mi-temps que l'on va redécouvrir immédiatement avec ce tir cadré de Komlan Anéou. Et puis ensuite, il va y avoir... on revoit le tir d'Améou. Et ici, c'est le but donc, de Steve Agui, auquel on faisait référence à la 14e minute de jeu. Le premier ballon intercepté par Cyril Merville à la 19e. Beaucoup de centres un petit peu fuyants en première mi-temps. Des essais du côté isarien, du côté des joueurs de Beauvais. Et puis ici, on le voit encore, les Nîmois qui se sont créés des occasions, mais qui n'ont pas eu l'opportunité, ici sur cette reprise au goût de Milly, d'enfoncer le clou et de marquer ce deuxième but qui aurait été si important, avec parfois des fautes pas sifflées par l'arbitre de la rencontre. Il y a eu quelques indécisions. On le voit, on a vu dans le sujet tout à l'heure, le pénalty qui aurait pu être sifflé sur Nicolas Bénézé. Les Nîmois n'ont pas réussi à marquer ce second but qui aurait peut-être changé la suite et la face de ce match en vue d'une victoire. On va enchaîner avec quelques images de la seconde période donc entre Nîmes et Beauvais, avec ici des joueurs des Picards beaucoup plus entreprenants. On voit ici la balle dégagée en corner qui va ensuite emmener le but sur une phase, c'est vrai, où l'équipe nîmoise était beaucoup plus passive par rapport aux attaques des joueurs d'Alexandre Clément, beaucoup plus de côté incisif dans la récupération de balles du côté des visiteurs. Et les Nîmois qui vont avoir très très chaud car bien souvent, on va le voir notamment dans le temps additionnel, la balle du 2-1 était très très proche, Thierry Froger. On a frôlé la correctionnelle, sachant qu'on a eu 2 opportunités de mettre le 2-1, mais bon, avec l'infériorité numérique. Et c'est là où je reviens sur l'arbitrage, on peut le voir. Grosse faute de Redel sur poids de mesure. Mais toujours est-il que ça joue sur la continuité du match. Mais on a eu beaucoup d'occasions contre nous pour prendre le deuxième. Alors que l'on voit ici la défense nîmoise tenter de se dégager
de la meilleure façon qui soit, mais c'était vraiment pas évident, surtout avec la fatigue d'Edard. Heureusement, il faut dire quand même que du côté de Beauvais, il y avait quand même parfois un manque de précision au niveau de la finition, et heureusement que certains centres ou que certaines têtes n'ont pas été reprises, parce que ça aurait pu faire très très mal. On a vu aussi pas mal, Patrick, de ballons flottants, un jeu qui n'était pas toujours à terre, des Nîmois qui au niveau de la récupération des balles dans le jeu de tête était inférieur à Beauvais, et c'était quand même pas évident. Le jeu n'était pas assez posé peut-être. Non, c'était pas posé, on était fébrile. Disons qu'il y avait des attaques incessantes de cette équipe, et plus ça allait dans le match et plus on sentait qu'on était d'une fébrilité, et même Benoît Poulain qui a fait un gros match quand même, a fait une faute à un moment de débutant qui aurait pu être judiciaire dans le temps additionnel. Bon, ça fait partie, on peut pas, c'est vrai que c'est un des joueurs emblématique et un excellent joueur. Et quand on voit que Benoît Poulain est comme ça, ça veut dire que l'équipe, elle ne tourne pas très bien. Et malheureusement, la rentrée de Djarasouba a presque encouragé les joueurs nîmois à jouer long sur lui, finalement. Mais quand on a derrière Mendy, je crois que c'était Mendy et Makuma qui n'ont pas perdu le ballon de la tête de la rencontre, ça a été très, très compliqué pour la mine Djarasouba. Et c'est vrai que moi j'ai trouvé que la première mi-temps on a été impressionnant dans le duel. On avait une volonté de faire mal, de gagner ces duels, d'aller vers l'avant, de ne rien lâcher. Et quand je vois la seconde mi-temps où on s'est fait ronger, il faut le dire, on a perdu tous nos duels. On dirait que, enfin, je sais pas, c'est double visage du Nîmes Olympique sur un seul match. Ça a été assez marquant, quoi. Vous évoquiez tout à l'heure, Thierry Frogier, dans la conférence d'après-match qu'on a vue dans le sujet, la question du remplacement de Komlan Ameou, qui devait intervenir juste avant son expulsion. Que s'est-il réellement passé? Quel était votre dessein? Vous comptiez faire entrer Yassine Adou? C'était quoi en fait votre plan? Je voulais faire entrer Lamine Djarasouba sur le côté droit, faire Mouri derrière Steve pour lui apporter un soutien et puis caler les ballons, remonter le jeu. Et puis j'ai attendu le changement, mais enfin en tout cas le moment propice pour le changer, et puis il y a eu la faute de Komlan. Mais je pense qu'à ce moment-là du match, ça nous aurait permis en tout cas d'avoir deux joueurs proches. Et c'est vrai que Steve avait beaucoup de mal, avait pas de bons ballons négociables, c'était ballons en l'air. Mais il fallait jouer à terre, comme on a joué d'ailleurs en début de match, où on a trouvé des opportunités et on a ouvert le score. Et je pense que ça a été notre tort, c'est-à-dire d'être un peu plus statique, de se faire percuter et surtout de ne pas remonter les ballons et puis de trouver les espaces. Et je pense qu'avec cette formule-là, ça nous aurait permis d'avoir un second souffle qu'on n'avait pas eu du tout en début de deuxième mi-temps. Nous évoquions tout à l'heure le cas de Benoît Poulain. Nous l'avons notamment rencontré en salle d'interview juste après cette rencontre, au micro de Pierre-Paul Castelli, également le coach Thierry Frogier, ainsi qu'Alexandre Clément. On fait une bonne entame de match, on concrétise, et puis on est chez nous, et il n'y a pas cette réaction de vouloir s'imposer, et surtout de jouer sur le tempo de l'adversaire qui s'est rebellé, qui nous a montré que le football, c'est aussi un rapport de force. Et ils ont gagné tous les duels, beaucoup de duels en tout cas sur la fin de première mi-temps, et ça a été la continuité sur le début de la deuxième. Donc c'est dommageable quand vous êtes chez vous et que vous avez de l'ambition. Il fallait se motiver, il fallait trouver quelque chose. Pourtant c'est quelque chose de très excitant, je trouve. Mais bon, là dans les têtes, on n'y était pas trop ce soir. On a réagi sur une expulsion, et puis on a bien réagi, on ne s'est pas énervé. Et voilà, et donc à chaque match nous enseigne autre chose, et là on a manqué de constance dans ce domaine-là. Voilà. C'est un problème de tout, c'est un problème technique, c'est un problème mental, c'est le plus gros du boulot, parce que ça fait jouer partout. Mais après il y a aussi le problème technique, et on connaît nos défauts, et puis ce soir on les a encore vus. Donc on a des défauts, le but c'est d'essayer de s'améliorer tous les jours. Ce sera pas parfait, même le dernier match de la saison, ce ne sera pas parfait. Mais en tout cas, pour atteindre l'objectif, il faut progresser. Donc on travaille tous les jours dans ce sens-là. Il y a un côté frustrant pour nous, donc je pense qu'il y a encore un plus gros côté frustrant pour vous. Parce que on se dit qu'on a la qualité, on se dit que sur le papier, on est capable de faire. Sur un match, on arrive à le faire. Mais la réalité, c'est qu'on est en national et qu'on est une équipe qui un match sur deux fait un match en dents de scie. Donc voilà, à partir du moment où on prend conscience de nos qualités, et que nos qualités ne sont pas au-dessus de ce qu'on fait, et à partir de là, je pense qu'on peut bosser pour s'améliorer. Après, quand on connaît le groupe, on peut se dire que bon,
Peut-être qu'en prenant les 3 points ce soir, on se serait vautré le prochain match. Vous savez, c'est un groupe qui est compliqué. Bon, tous les groupes sont compliqués, mais on a du mal à savoir si les victoires nous aident. C'est Alain Perrin qui disait dans la victoire et la future défaite, mais le problème c'est que nous, on arrive un peu trop vite. Voilà pour les réactions d'après-match. On a eu l'occasion sur les images qui vous étaient proposées dans ce reportage de réaction de voir bien quelques faits de jeu, quelques interrogations quant à l'arbitrage. On va mettre une loupe justement sur l'arbitre de ce match, Silas Bilong, notamment, vous allez voir sur cette réaction, il va immédiatement se précipiter pour essayer peut-être de parer, on va dire, un début de conflit. Il va revenir, voilà. On a eu l'impression tout au long de la partie que l'arbitre, Patrick, était un petit peu à contretemps de l'esprit du jeu et du contenu du jeu qu'il ne maîtrisait pas. Par exemple, lorsqu'il y a eu le gros accrochage où Maxime Pounget s'est retrouvé à terre après une grosse intervention de Redel, il a occulté l'importance de la blessure de Pounget, ou en tout cas la gravité du choc, en se focalisant sur l'entrée de la civière. Il n'a pas été et en logique, oubliant peut-être d'éventuels cartons. Disons qu'il n'a pas été logique, ça méritait carton. Je crois qu'il a fait pas un bon arbitrage, il faut le reconnaître. C'est vrai qu'en national, bon, on ne veut pas taper sur les arbitres parce qu'on a besoin d'arbitres, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu quand même des arbitres qui ont été trop favorables au niveau olympique. Et là, sur cette rencontre-là, on n'a pas été aidé parce qu'il ne faut pas oublier surtout, moi je pense à l'action de Nicolas Bénézé. Bon, nous, on n'a pas le ralenti comme à Canal, mais nous, de là où on était, on a vu qu'il était pris, qu'il était crocheté dans la surface de réparation. Ça méritait pénalty et c'est vrai que, comme disait Thierry Froger, à 2-0, peut-être que le match il était plié. Est-ce que les arbitres, Thierry Froger, officient différemment en national par rapport à la Ligue 2 ? Est-ce que certaines fautes qui passent en Ligue 2, en national, parfois, c'est vu de façon plus sévère ou bien différente ? On a eu une réunion en début de saison donc à la fédération et ils nous ont prévenus qu'ils allaient sanctionner durement et systématiquement certaines fautes. Très bien, mais dans les faits, on accepte, on le voit pour le Nîmes Olympique. Et je ne suis pas sûr que, à l'inverse, l'adversaire soit sanctionné de la même façon. On le voit bien, Corrèze discute avec un joueur parce qu'il l'empêche de jouer. Il réunit les deux, il met un carton chacun. Qui a empêché le Corrèze de jouer ? Voilà, c'est ça que je ne comprends pas. Vous avez un joueur qui se met littéralement dans la course de Max Pounge. Il tombe, apparemment, il est presque mort. Il fait rentrer la civière, mais il a quand même commis une faute énorme. Voilà. Donc moi, je ne conteste pas les cartons que l'on prend. Mais je conteste surtout qu'il n'y a pas forcément d'équité. C'était un peu mon intervention, ma déception après notamment le match d'Ajaccio, sans rentrer dans les... Non mais c'est vrai, je crois qu'à un moment donné, il n'y a pas de lieu ni de moment, il faut arbitrer de la même façon. Et c'est là où naissent les incompréhensions, parce que sur le match de Beauvais, on ne peut pas dire qu'il ait fait un mauvais match, mais dans les sanctions administratives, pour moi, il n'a pas été logique. Voilà. Bon. Et ça pénalise souvent la même équipe, c'est le Nîmes Olympique, et ça, on peut le dire. Le Nîmes Olympique, vous allez le voir, qui est toujours 5e de ce classement de national après ce match nul, un but partout, on le voit ici. 28 points, 4 points de retard sur Rouen, une longueur de retard sur Vannes. Le trio de tête est toujours composé par Niort, Épinal et Rouen. On se rend compte, Thierry Froger, que le rythme est assez soutenu, mais que malgré l'handicap des 3 matchs d'ouverture du championnat, vous avez quand même réussi à combler une bonne partie du retard pris. Oui, on savait qu'on allait avoir du mal à grignoter parce que la cadence du national, c'est vrai que il faut tenir, il faut faire des séries de victoires. Bon, ce qui est la déception de ce match contre Beauvais, c'est qu'on pouvait être les seuls à marquer 3 points. Donc c'est vrai qu'on est vraiment déçus, mais dans le contenu, un peu moins. Je pense aussi qu'il faut découper le championnat. Avec ces trois journées, il faut l'expliquer, 3 journées du mois d'août, où dans la préparation, on a eu des gens qui ont boycotté le Nîmes Olympique, faut le dire, leur profession, c'était scandaleux. Et puis il s'est avéré qu'on a fait intégrer après 4 joueurs sur le mois d'août, du mois d'août à octobre. 4 joueurs, c'est très important. Il y a des joueurs qui sont partis. On a à peu près 10 joueurs qui ont changé. Donc il s'avère que si on enlève ces 3 matchs, on est 2e à 1 point de Niort. Donc
Voilà, le seul problème, c'est que aujourd'hui, le classement est fait sur 17 journées. Mais on voit qu'il y a eu du travail de fait et que l'avenir peut s'avérer positif. La 18e journée, ce sera ce week-end à partir de vendredi. On va regarder le programme à partir de 19h avec les rencontres Épinal-Beauvais, Besançon, Fréjus-Saint-Raphaël, l'Aviron Bayonnais qui accueillera Orléans, Martigues qui accueillera Luzenac, Colmar se déplacera à Cherbourg, Quevilly sera sur la pelouse de Le Niort, le Red Star recevra le Poiré-sur-Vie. Le Nîmes Olympique à 20h accueillera Créteil. Rouen recevra Vannes. Enfin, un dernier match décalé samedi à 18h. Le Paris FC recevra le Gazélec Ajaccio. Notez, et c'est une opération TV Sud via le site internet TV Sud d'Île, que vous allez pouvoir ce soir, lundi à partir de minuit, pouvoir bien gagner une place pour ce match de vendredi à partir de 20h au Costières, Nîmes-Créteil, à moins 50% en tribune nord. Une place donc à 10 € au lieu de 20 €. L'offre est disponible ce soir à partir de minuit. Soyez très attentifs sur les messages que vous verrez à l'antenne sur TV Sud au cours de cette journée de mardi. On va enchaîner immédiatement avec les statistiques et avec les joueurs les plus utilisés depuis le début de la saison. Toujours le capitaine Benoît Poulain devant Mouri Ogunbiyi, Vincent Carlier qui fait un petit peu les frais de sa non-retenue dans le groupe depuis maintenant 2 matchs. C'est donc Maxime Poungé qui prend la 3e place, 4e Vincent Carlier et Abdelmalik Sissane. Alors, est-ce qu'on retrouve ici un petit peu, on parlait tout à l'heure de cadre, Thierry Froger, est-ce qu'on retrouve entre guillemets les bonnes surprises de ce début de saison, ou en tout cas ce que vous considérez être comme des valeurs sûres? Les 2 bonnes surprises, c'est Maxime Pouge, ça c'est sûr, et Malik Sissane. Il faut quand même savoir que Malik est jeune, 21 ans, il n'a pas toujours joué. Après, on est valeur sûre. Benoît Poulain, c'est du costaud. Vincent Carlier qui marque un peu le pas, c'est une évidence, mais il est présent. Et pour moi, la surprise, c'est quand même Mouri Ogunbiyi. Hein. C'est une grosse surprise. Je pense que ces joueurs-là, c'est pas surprenant de les voir régulièrement parce qu'ils apportent beaucoup. Il y en a d'autres aussi, mais je pense que ces joueurs-là sont la base de l'équipe. Et on va le voir notamment sur le classement des buteurs. Toujours Sédou Koné premier avec 11 réalisations et Steve Agui qui passe à 5 buts. Avec toujours ces 6 longueurs de retard. Pas moins de 11 joueurs qui ont scoré depuis le début de l'année en championnat. Du côté des passeurs, c'est justement Mouri Ogunbiyi qui est toujours premier avec ses 12 passes décisives. On va enchaîner. Tiens, on parlait de Steve Agui. Thierry Froger, lorsque vous êtes arrivé l'an passé, on a vu dans votre façon d'être sur le banc que vous étiez différent de vos prédécesseurs. Et on se souvient d'une victoire, notamment un soir au Costières contre Istres. On va relancer les images où Steve Agui, je ne sais pas, a quelque peu tardé pour sortir du terrain sur un remplacement avec Amemou, et vous avez littéralement bougé Steve Agui en lui donnant un petit coup comme ça pour un petit peu le booster. C'était des réactions, on va dire, sur le banc des Costières qu'on n'avait pas l'habitude de voir. On vous voyait vraiment comme meneur d'homme, quelqu'un qui était en train de bousculer, on va dire, certaines castes établies ou certaines choses qui à l'époque étaient et semblaient un petit peu régir le vestiaire. On semblait que vous avez mis un grand coup de pied dans cette fourmilière. Ouais, apparemment, ça n'a pas servi à... Je dirais pas à grand-chose, mais en tout cas, ça n'a pas été assez important puisque on est descendu. Mais je pense que l'année dernière, on a vécu des choses inadmissibles. Tout n'a pas été dit, tout n'a pas été vu. Mais franchement, la sanction était inévitable. Et moi, ce que je voudrais, c'est que les joueurs prennent conscience que on peut effacer ce qui s'est passé l'année dernière. Ceux qui étaient dans le vestiaire savent ce qui s'est passé. Et ils ont plutôt intérêt aujourd'hui à effacer les choses parce que il y a des gens qui ont été trop loin vis-à-vis de leur métier, vis-à-vis de les couleurs aussi. Il y a des gens qui ont joué avec la couleur du club. Et je ne le dis pas par démagogie, ils le savent très bien. Il y a des gens qui l'ont avoué au président. Et moi, je trouve ça très grave de dire on aime le club. Et puis aujourd'hui, ces gens-là, ils jouent en L1, ils jouent en D2. Et nous, on se bat comme des morts de faim. Et ces gens-là, il ne faut pas leur faire de cadeaux. Ils ont trahi le club. Mais je pense que ceux qui sont sur le terrain aujourd'hui, qui sont restés au club, il faut les aider. C'est vrai qu'il y a des moments difficiles, je le dis moi-même, mais il faut les aider parce qu'eux, au moins, ils sont courageux et j'espère que ce sera une mauvaise
un mauvais moment que cette saison nationale. Oui. On avait calé justement votre dernière conférence de presse. On ne va pas la passer puisque ça rejoint les propos que vous venez de nous expliquer et qu'on est pressé par le temps. Mais est-ce qu'à un moment vous avez failli, on va dire, jeter l'éponge, notamment cet été, lorsque, avant le match de Fréjus, l'un des joueurs dit au président non, je ne veux pas qu'on m'enlève 20% sur mon salaire. Est-ce qu'à un moment vous avez douté, vous vous êtes dit ça repart comme en 14 et on va vivre la même saison? Non, moi, à partir du moment où je me suis engagé à rester, je vais aller jusqu'au bout, jusqu'au 38, la 38e journée, si on me laisse la possibilité de le faire. Après, ça, c'est autre chose. Je pense qu'on ne peut pas construire quelque chose sur des choses nauséabondes. Il faut arrêter tout ça. Donc, il faut à un moment donné savoir où on est. Moi, j'ai connu le club de loin, de l'extérieur. Et pour moi, c'était pas possible de vivre ce que j'ai vécu. Je dis pas que c'est le Nîmes Olympique, c'est le football d'aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut justement, de par le sport, dire stop à des choses. Je crois qu'il faut changer les choses. Et si dans le sport, on n'a pas l'amour de quelque chose ou l'amour d'appartenir à quelque chose, ben, il faut faire autre chose. En tout cas, il faut se battre pour ça. C'est pas, moi, j'ai 48 ans, je suis pas un vieux con. Et je sais que quand on réussit quelque chose, eh ben, c'est parce qu'on aime les choses. Et on aime son métier, on aime le croco, on aime tout ce qu'on veut, mais il faut aimer. Et on n'y va pas parce qu'on est obligé. En tout cas, merci pour ces paroles, Patrick. Peut-être une réaction. Je voudrais rajouter, c'est vrai que bon, c'est pas pour le flatter, hein. C'est lui qui a remis le Nîmes Olympique sur de bons rails, Thierry Froger. Il a eu la personnalité, il a eu l'étoffe, parce qu'il a été tout seul là. Hein. Et sans jamais se plaindre de personne. Donc, on a vu pas mal de coachs que je connaissais aussi, etc. Mais je crois que là, il a fait ce qu'il fallait. Et si le Nîmes Olympique en est là, c'est grâce énormément à Thierry Froger. Et il peut y avoir parfois aussi des moments de bonheur du côté des Costières. Vous allez le voir dans notre top but, le décibélomètre, avec quelques belles réalisations depuis le début de la saison. Le décibélomètre du Nîmes Olympique cette année 2011-2012. Allez, Steve Agui qui a marqué lui aussi un... Bien joué, Corrèze. Ouais. Aïe aïe aïe. Allez, le but! Oh, le but! Oh, le but Sissane avec un bon ballon redonné par Malik Sissane. Par Koné. Superbe but de Sissane. Goal de Malik Sissane. Un moment où on attendait le moins finalement. Ouais. Et le premier de sa saison, Malik Sissane qui vient récompenser un début de saison magnifique du milieu. Sissane qui est allé faire jouer le porteur. Allez, Agui, c'est à toi de faire jouer. Maintenant Parpex. Parpex, ça c'est super de la part de Parpex, ça c'est très bien joué. Allez, voilà, c'est bien. Eh oui, c'est très bien ce qu'a fait Parpex. De la part de Parpex. Il n'y a pas d'enjeu. Allez, il y a un 2 contre 1 à faire. Il y a un 2 contre 1. Oui, superbe but de Agui qui marque Steve Agui en solo. Et Steve Agui qui marque son troisième but à 3 rencontres. Et ça, c'est encore grosse faute du milieu niortais, mais très belle anticipation de Parpex en défendant très très haut. Il conserve toujours les jeunes et c'est vrai que Agui, quand il est rentré, n'avait pas fait une prestation exceptionnelle. Et c'est normal qu'ils sont sortis du groupe. Allez, attention, ce centre à venir de Goumbi. La tête de Koné, but! Et but magnifique de Koné qui nous fait une pirouette fabuleuse. Oh là 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 là! Venu d'ailleurs. Très solide. La défense rouennaise. Un ballon qui revient par chance à Koné qui s'est retourné. Il est face au gardien. But de Koné. Super but de Seydou Koné. Très limite du hors-jeu. C'est à la limite, ouais, tout à fait, mais bon. Et ce qu'on venait de dire à l'instant, c'est concrétisé. Enfin, un but pour le meilleur attaquant de ce début de match, Koné, qui a fait preuve de beaucoup de métier. Allez, c'est frappé, c'est bien coupé, c'est but! Superbe but! Largement mérité pour les Crocos! Oui, superbe but! Une galette fabuleuse de Yumi. Et but de... C'est Stozic. C'est Miodrag Stozic qui ouvre son contre-but. Ah ouais. Et encore un but coupé. Un casque d'or. Premier poteau. Ah ouais, magnifique. Très très bien frappé encore. Ça fait un mois et demi qu'on n'a pas gagné au Costières. Avec cette équipe de Colmar.
Oh, un superbe but de Koné. Oh là 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 là. Une frappe magnifique avec un pied gauche extraordinaire qui est allé enlever l'araignée, la toile d'araignée du but du gardien de Colmar. Quelle entrée en matière pour les niveaux 1. Oh là 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 là, quel but, les filets, ça rappelle. Qu'est-ce qu'on voit comme joli but cette oh saison, là 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 là, vraiment, on ne pouvait pas commencer mieux. Belle récupération là. Corrèze qui fait un très très bon début de match. Ah, il a envie Corrèze, allez, bon ballon pour Bénézé. Bénézé, faut pas le rater. Ouais. Pour sa première Bon but de Bénézé, joli. Belle récupération. Bonne récupération et superbe ballon donné sur Bénézé. Et Olivier parlait d'efficacité. Et quasiment première occasion et premier but. Ouais, mais c'est sur une belle transversale, superbe. Alors, on a vu le tacle glissé de Corrèze. Justement, Olivier, qu'il est le numéro 1. D'ailleurs, je crois pas que les Nîmois se font. Ouais, Koné, quel solide, qu'est-ce qu'il est solide. Il faut aller au bout, mon petit. Ouais. Oh là là, qu'il est beau. Superbe but de Koné. Quel but. Il a tout fait, Koné. Koné, il a tout fait. Il s'est retourné, il a fait petit pont, il a accéléré, il a roulé. Et il a fait la misère. Quel but, le plus beau but. Et je pense que Besançon ne sera pas à l'heure aujourd'hui. Le train partira sans eux. Énorme signé Seydou Koné qui fait le but. Ah ouais, il a fait tout seul. Il se l'est fait tout seul, Koné. Oh, quel but de Seydou Koné. Ah oui. C'est aussi ça le national, hein. C'est bien beau de flammer, mais il faut aussi tenir la longueur. Voilà, ça s'est joué. Allez, Adou, il faut passer derrière Agui, voilà, il faut prendre le couloir. Voilà, comme ça on donne une solution. Oh que c'est bien joué ça. Oh que c'est bien joué. Allez, la frappe à venir. Ouais. Oh le but. Oh le but exceptionnel de Parpex. Oh le but de monsieur Parpex. Oh là là là, énorme Parpex. C'est un scud venu de l'autre monde qui est arrivé à atterrir dans la lucarne de Delecroix. Quel but, Claude. Ah, magnifique. Et ça vient récompenser l'énorme début de partie de ce joueur qui était vraiment au four et au moulin. Qu'on avait lu depuis le début de cette partie. Quelle construction. Du spectacle et de la diversité dans les buteurs, on le voit dans ce décibelomètre, Thierry Froger, outre le fait que nos commentateurs se régalent à commenter ces buts au Costières, il y a une grande diversité et beaucoup de talent et de personnalité des buteurs. On le voit que ce soit des attaquants, des ailiers, des défenseurs, tout le monde participe à la grande fête justement pour marquer les buts. Ouais, c'est bien. Je pense qu'il y a des choses très intéressantes qui ont été faites et c'est là-dessus qu'il faut construire. Et puis travailler nos points faibles, mais on voit qu'il y a du bonheur, on marque souvent et des buts très intéressants. Donc il y a du positif et l'avenir peut être intéressant. Est-ce que vous avez d'ores et déjà, on est en période de Noël, est-ce que vous avez fait votre lettre au Père Noël ou pas? Vous avez des demandes de cadeaux en particulier ou pas? Non, pas encore, mais je dirais qu'il faut être terre à terre, il y a des choses plus importantes que le football. Et si on est en bonne santé, c'est bien. Pour le football, je sais pas. Moi, le Père Noël, il s'appelle des fois Monsieur Gazo, hein, et il a été très sollicité. C'est vrai qu'on ne le dit pas assez, mais il faut aussi dire qu'il fait beaucoup d'efforts. Après, est-ce qu'il peut en faire plus? Je sais pas. Est-ce qu'il faut en faire? Je sais pas. Mais en tout cas, il ne faudra pas se tromper pour apporter un plus pour la deuxième partie de championnat, qui sera une deuxième partie très intéressante, mais différente aussi. Vous visez un secteur de jeu en particulier par rapport à ce mercato d'hiver? Pour moi, on a un problème, sérieux problème, c'est l'absence de Sédou. On peut le combler ponctuellement, mais dans la durée, je pense que Sédou nous apporte un plus dans le jeu. C'est un fixateur. C'est un poison à tout moment. Il peut marquer à tout moment, pied gauche, pied droit, de la tête. Et je pense que les adversaires en ont peur. Bon, il fait un peu trop mal à l'adversaire puisqu'il prend des cartons. Mais malgré tout, c'est un danger permanent et il faudrait pouvoir
avoir pas un deuxième Koné, mais en tout cas un joueur qui s'approche de lui. De son profil, en tout cas. Ouais. Merci pour toutes ces précisions, Thierry Froger. Ça a été un plaisir que de partager cette heure footballistique en votre compagnie. C'est passé très vite. Ouais. Les portes de TV Sud vous sont ouvertes pour revenir et pour vivre encore un moment comme celui-ci. Je vous remercie. Merci Olivier, merci Patrick. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Rendez-vous vendredi, 20h au Costier. On y sera. On l'espère pour une victoire face à Créteil. Rendez-vous est pris lundi prochain pour une nouvelle émission de Croco Hebdo et allez Nîmes, au revoir. Hectare en Languedoc-Roussillon et Provence et sur www.hectare.fr vous a présenté Croco Hebdo.